Soyez les bienvenus dans votre émission Justice et Promotion. Comme vous le savez, cette émission fait la promotion du droit, la promotion de la justice, et ceux qui pratiquent la justice sont bénis par Dieu et ont la promotion. Alors avec Maître José, les patrons de l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion, nous allons débattre aujourd'hui d'un grand thème, à savoir les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Maître José, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Monsieur Clément. On vous a raté pendant une période plus ou moins longue, puisque tantôt en voyage, tantôt d'autres occupations, tantôt les repos. Merci d'être disponible pour les téléspectateurs. Merci beaucoup, Monsieur Clément. Ce sont des exigences qui parfois professionnelles ou parfois des exigences de santé qui ont fait que pendant un temps, on ne puisse pas être en mesure de se rencontrer, de parler et de présenter nos émissions. Donc, je pense que ça va maintenant, on peut renouer avec nos vieilles habitudes. D'accord. Heureusement, les sujets qu'on a débattus dans le passé, ce sont des sujets qui font encore actualité, parce que ce sont des thématiques qui sont dans la durée, dans les temps, dans l'espace. Alors, ça vous a beaucoup aidé. Prenons, par exemple, la problématique du divorce en République démocratique du Congo. On peut prendre aussi la problématique de la corruption en République démocratique du Congo. Vous voyez de tels sujets, les droits immobiliers, les droits à l'image, etc. Des thèmes qui auront toujours, disons, leur créneau dans vos maisons, sur vos petits écrans. Maître José, s'il vous plaît. Ces sujets aujourd'hui qu'on débat par rapport aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité, d'emblée, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'est la guerre? La guerre. Je pense que le commun des mortels peut avoir une idée sur la guerre. La guerre, c'est en fait la recherche de solutions à un litige par voie des armes. C'est-à-dire qu'on se dit, on ne peut plus s'asseoir pour trouver des solutions. Je pense que c'est la force brutale à laquelle on doit recourir pour trouver des solutions. La force est brutale. Mais bien sûr, mais la guerre, dans la guerre, il n'y a que brutalité. Il n'y a que brutalité. Les communistes définissent la guerre comme la perpétuation de la politique par le moyen des armes. Donc, c'est qu'on peut se dire politiquement, on n'arrive pas à s'entendre. On opte pour les armes, afin que le plus fort triomphe. C'est ça la guerre. Donc, dans la guerre, on parle de combats. Et effectivement, dans une guerre, il y a des combats. Mais les combats sont en quelque sorte des étapes d'une guerre. Vous voyez? Et il ne faut pas oublier que chaque guerre a un litige. Ah bon? Chaque guerre a un litige et un objectif. Lesquels alors? Mais oui, aujourd'hui nous sommes en guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a un litige. Le Rwanda voudrait se servir de nos minéraux pour vivre. Et nous disons non, c'est notre patrie. La patrie étant sacrée, on ne peut pas permettre à un pays voisin de venir empiéter sur notre souveraineté et se permettre d'épuiser nos richesses, les vendre afin que lui il vive. C'est ça le litige. Hein? C'est un litige. Et l'objectif de cette guerre serait quoi alors? Parce que vous avez parlé des litiges et l'objectif. Justement, vous savez, le thème de cet après-midi ou de ce soir a son sens. Quand on parle de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, on voit l'objectif de la guerre. Parce que la guerre est réglementée. Hein. Ne pensez pas que la guerre est sauvage. Hein. Elle est sauvage, entre guillemets, mais elle n'est pas totalement sauvage. Parce que même pendant la guerre... sauvage parce que vous avez déjà parlé des brutalités. Oui. C'est de la sauvagerie quelque part. C'est la sauvagerie. Une sauvagerie en majuscule. Mais cette sauvagerie a des limites. A des limites. C'est ainsi quand on voit l'objectif de la guerre. L'objectif de la guerre peut être quoi?
peut être une dispute sur une portion de terre. Ok? Et le comportement de militaire doit rester un comportement rivé sur cet objectif. Je vous donne un exemple. Allez-y. Votre objectif, c'est vouloir prendre une partie du territoire. Mais comment expliquer que vous jetez des bombes sur les églises et les écoles? Est-ce que les églises et les écoles entrent dans le cadre de cet objectif de la guerre? Rien à voir. Rien à voir. C'est là où je dis que même la guerre est réglementée. Cet objectif de pouvoir conquérir une portion de terre n'a rien à voir avec les massacres qu'on crée dans une école, dans un hôpital, dans un orphelinat. Justement, comme nous avons déjà dit, nous avons déjà signalé que notre pays, la République démocratique du Congo, est en guerre. Alors, vous parlez des litiges et d'objectifs. Vous avez épinglé certains exemples par rapport à la RDC. Mais globalement, quelle en est votre lecture? Oui, mais la lecture est tout à fait parfaite. Elle est connue, à moins qu'on se voile la face. Le Rwanda veut mettre main basse sur les richesses du Congo. C'est seulement ça? Mais c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Mais il y a des gens qui parlent d'occidentaux, des attention. impérialistes qui voudraient, disons, recoloniser d'une manière ou d'une autre la RDC. Le Rwanda n'est pas un chasseur. C'est un chien de chasse. Permettez-moi l'expression. Allez-y. Le Rwanda n'est pas un chasseur. C'est un chien de chasse. Quand il va à la chasse, il attrape le gibier. Le chasseur retire le gibier. C'est ça le scénario avec le Rwanda. Vous vous imaginez que le Rwanda puisse mettre la RDC à genoux? Il faut mieux comprendre les choses, parce que si on ne comprend pas mieux les choses, la solution à ce litige sera difficile. Tous les acteurs qui veulent bien trouver une solution au litige entre la RDC et le Rwanda doivent chercher les causes réelles de cette guerre. Mais les religieux pourraient, ils pensent qu'ils peuvent trouver la solution dans cette guerre ou à cette guerre entre le Rwanda et la RDC d'une manière pacifique. Vous n'êtes pas de cet avis? C'est mon point de vue personnel. Je pense que c'est un leurre. Pourquoi? Allez-y. Cette guerre a fait 30 ans. C'est quand même trop. Plus ou moins, mais c'est trop. Cette guerre a fait 30 ans. Il n'y a jamais eu de dialogue. Il y en a eu. Plusieurs d'ailleurs. Le gouvernement 1+4 est la résultante de quoi? C'est d'un dialogue pour mettre fin à la guerre. Même alors, cette guerre de l'époque, avec quel objectif? C'était les minéraux. Même s'il y a eu des compatriotes parmi nous qui ont pris les armes pour accéder au pouvoir, ils ont pris les armes, ils ont accédé au pouvoir, et ça fait une mauvaise jurisprudence. Ah bon? Ça fait une mauvaise jurisprudence, pourquoi? Allez-y, Parce expliquez-vous. qu'on peut penser que dans un pays comme celui-ci, quand on a échoué aux élections, on peut prendre les armes, se rallier aux ennemis, prendre les armes, forcer le pouvoir en place à négocier et à faire de la transition un cheval de bataille de manière à se retrouver au pouvoir. C'est des antécédents fâcheux pour un pays. Pensez-vous, dans ces conditions, que la prière pourrait servir à quelque chose? Je pense que vous êtes croyant, vous aussi. Hein? Vous n'êtes pas athée. Je vous connais, ça fait aujourd'hui quelque chose comme, je ne sais pas, 15 ans ou quoi là. Maître José Yomboti Pangila. Et je sais que vous êtes croyant. Ne faisons pas d'amalgame. Je m'excuse. Ne faisons pas d'amalgame. La prière et la guerre, je vous surprendrai peut-être, Allez-y. ne sont pas incompatibles.
Ah bon? La prière et la guerre ne sont pas incompatibles. Je vous donne un exemple. Allez-y, maître. Nos militaires au front, en dehors des aliments, en dehors des armes qui peuvent leur être données, mais nos militaires ont besoin du courage, l'intrépidité, le courage, l'héroïsme. Une sorte de morale. Mais Dieu donne. Le Seigneur peut vous donner l'intrépidité de par la prière et votre aspiration à servir la patrie. Attention, le métier de militaire, c'est un métier, c'est une profession noble. C'est des gens qui acceptent d'aller mourir pour les autres. Ne pensez pas que c'est incompatible. La prière dans ces conditions-là sert à quoi? Le militaire a besoin d'une ressource intérieure pour faire face à une situation très grave. Vous avez déjà vu le lion, comment il chasse? On regarde dans des films, hein, dans des documentaires. Vous avez déjà vu un lion quand il veut atteindre son objectif reculer? Non. Il peut être devant 300 buffles. Mais s'il en attrape un seul, je vous dis c'est fini. Le buffle peut le projeter en l'air, il peut le projeter en bas, mais quand il a tenu, il a tenu. Et souvent, vous voyez que l'héroïsme du lion finit par vaincre. Nos militaires au front ont besoin de cette force intérieure pour faire face à l'ennemi. C'est ainsi que la prière peut aider. Mais la prière ne peut pas remplacer la présence physique des êtres humains sur le terrain. On ne peut pas dire, on croise les bras, regardons au ciel, l'armée céleste descendra pour venir nous délivrer de nos ennemis. Non, les deux doivent aller ensemble. Et je pense que si vraiment une armée est une armée qui se bat pour un idéal, cette armée est plus forte qu'une armée de mercenaires. Je pense que dans ces conditions-là, la guerre et la prière ne sont pas incompatibles. Alors pourquoi certains partisans des partis politiques condamnent les prélats, les religieux qui ont pris l'initiative de voir les uns et les autres, cela veut dire de voir les rebelles, ou comment j'appellerais, et de voir aussi de l'autre côté les acteurs du gouvernement central envie de tenter de les réconcilier. Il faut faire la part des choses. C'est leur droit. Les prélats, les évêques, oui, allez-y. C'est leur droit de penser que par le dialogue, on peut trouver une solution à ce conflit. Mais est-ce que cette méthodologie est adaptée au conflit? Est-ce que c'est adapté? C'est ça justement. Parce que quand nous trouvons que la cause du conflit n'est pas négociable, je vous donne un exemple. Allez-y. Vous êtes chez vous, dans votre foyer, le voisin vous dit, je prends votre épouse. La guerre éclate. Directement, sans négociation. N'est-ce pas? Maintenant, les voisins disent, non, nous devons négocier. Monsieur Clément, mettez de l'eau dans votre vin. Voisin, essayez de comprendre. Vous deux, vous devez vous comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Et un groupe de religieux se disent, non, on va les réconcilier. Ils arrivent. Vous pensez, qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire, vous, le mari de la femme? La femme qu'on a violée, par exemple. Oui, je n'en arrive pas encore là. Le voisin veut seulement la prendre. Écoutez, moi... Oui, oui, je vais prendre cette femme parce que pour moi, je l'aime. Et les voisins se disent, non, on va trouver une solution par voie d'un dialogue. Est-ce que cette solution est adaptée au conflit?
Parce qu'une solution pour être efficace doit être adaptée au conflit. Nous sommes dans une situation où nous, en tant que compatriotes, lorsque la patrie est en danger, pas pour des choses minimes, mais pour des choses capitales, où on vous dit qu'on va soustraire une partie de votre territoire ou de votre patrie pour l'annexer à un autre pays. Et vous comprenez que la machine est presque internationale. Je vous donne... les impérialistes. Une information. Allez-y. J'ai un client qui déjà vers les années 84 se trouve aux Pays-Bas, dans un hôpital. Il va voir la carte du Zaïre à l'époque, dans laquelle se retrouvait une région appelée République des volcans. Il fait remarquer à la dame que, mais madame, moi je viens du Zaïre, c'est un Libanais, hein? Moi je viens du Zaïre, la République du volcan n'existe pas. Là où vous avez ça, c'est la province du Kivu. La dame lui dit, non, mais monsieur, même les Nations Unies ont déjà accepté ça, en 84. La République de volcan, là où il y a le Kivu. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un vieux complot. Mais alors, si les prélats, les évêques estiment qu'aujourd'hui, ils peuvent aider à trouver une solution par des négociations, je voudrais bien voir, mais je n'y crois pas personnellement. Et puis, le discours, l'église est au milieu du village, et l'église... Mais en fait, l'église ne devrait pas se retrouver au milieu du village. L'église doit se retrouver du côté où il y a la justice. Pas au milieu. Au milieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire jouer à l'équilibrisme. Ça n'a pas de sens. L'église doit se retrouver du côté de la justice. Maître José, une question de relance. Dans ces temps, des villes, des contrées tombent une après l'autre. C'est grave quand même. Et en ce moment-là, les prélats ont peur. Ils craignent que les rebelles, avec leur soutien rwandais, nous entrent jusqu'à Kinshasa, nous entrent dans les Katanga, nous entrent dans les Maniema, etc. Alors, on est limité. On va continuer comme ça jusqu'où? Les prélats ont dit, tantôt on va même les négocier. Ils font leur travail, il faut les laisser libres, non? Je ne condamne pas leur travail, mais nous devons être sûrs d'une chose. Les visées impérialistes, que ce soit du Rwanda ou de ceux qui se trouvent derrière le Rwanda, vous pensez que c'est les supplications qui peuvent leur faire reculer? Qu'est-ce que les évêques vont offrir dans la balance pour que le programme d'il y a 30 ans, 40 ans sur la balkanisation puisse être freiné? Les supplications. C'est freiné ou c'est effacé? Oui, mais parce que vous dites qu'il y a une progression, on ne peut pas laisser comme ça. Des contrées qui tombent une après une autre, maître. D'accord. Une après une autre. Mais la solution, ça traumatise, non? Ça traumatise. La solution, c'est quoi? La solution, c'est quoi? C'est envoyer les évêques pour supplier l'ennemi? Qu'est-ce qu'ils vont offrir dans la balance pour arrêter l'ennemi? Vous avez raison. Et puis, ne pensez pas que quand la ville est tombée, c'est fini, la ville appartient à l'ennemi. Non. Bouragan, ça fait 3 ans. Mais d'accord, ça peut même faire 5 ans. Ça peut même faire 10 ans. N'est-ce pas? Mais ce qu'il faut savoir, que le territoire est congolais. Il restera congolais. Tôt ou tard, nous allons récupérer ça. La partie qui est tombée. Et il faut se réorganiser pour récupérer. Alors, c'est comme ça. Tous les territoires. C'est comme ça qu'on conseille au gouvernement central et au président de la République d'augmenter ce qu'on appelle solde des militaires. Ça va faire du bien. Bon, ça ne demande pas un débat. Vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de parler des choses sérieuses, mais sournoisement.
il faut augmenter la solde des militaires. Mais c'est vrai. Il faut comprendre que cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Et je parie même, à moins qu'on m'apporte des preuves contraires, que le gouvernement actuel fait de son mieux. Et je dirais même mieux qu'avant. Ah bon? Je dirais même mieux qu'avant. Mais, quand on nous parle de détournement, des biens, de l'argent, Des rations même. qui devait être mis à la Même des rations. Ça, c'est un crime. Les militaires qui mangent Et c'est dans là, la guerre. et c'est là que le gouvernement central doit montrer sa sévérité. Il y a des gens qui sont au front. Et qui mangent les matembele. C'est grave. Bon, manger matembele, ce n'est vraiment pas ça. Ça peut faire mal au ventre, maître. S'il vous plaît, maître. On ne les met pas dans les Ça peut faire conditions. mal au ventre. Il y a des trucs pour manger quand on est au fond, maître. Pas les matembele, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Oui. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut donner à nos militaires les moyens qu'il faut pour défendre le pays. Personne ne peut discuter de ça. Et c'est un devoir, une obligation du gouvernement, que de mettre notre armée dans une situation où ils peuvent combattre et gagner l'ennemi. Mais attention, notre armée a été minée par plusieurs brassages. Je ne sais pas, il y a une vidéo qui a fait le tour du monde. Ce militaire qui a avalé la carte SIM. Vous l'avez vu? Est-ce que ces militaires-là, on devait les laisser libres ou l'arrêter? Non, on doit l'arrêter. Ouais. Parce qu'il était en train de trahir. Vous, en justice, vous dites qu'il faut qu'il y ait des preuves. Il a avalé la preuve. Mais si, mais les témoignages existent. Les médecins légistes existent. On peut l'amener dans une radio et puis on voit que non, la cime est quelque part, on l'opère, on fait sortir ça. Maître José, s'il vous plaît. Donc, on doit ouvrir les ventres de 10 personnes pour enlever la cime. Mais vous avez avalé la cime, pourquoi? Est-ce qu'un être humain mange la cime? Vous êtes un criminel, vous voulez cacher les preuves du crime. L'État a le droit et le pouvoir de rechercher la preuve partout où ça se trouve. On va vous ouvrir les ventres et puis on va refermer, on prend la carte SIM et puis on referme le trou. Il n'y a pas de problème. Vous êtes au front, attention. La guerre, il ne faut pas blaguer avec la guerre. Quand un pays est en guerre, vous savez même que la cour martiale, le tribunal militaire là, prononce des jugements en premier et dernier ressort. Ouais. N'est-ce pas? Si le tribunal l'a dit qu'il faut vous tuer, on vous tue. La discipline est la mère des armes. Alors, et des criminels, etc. Crime de guerre alors? Oui. Les crimes de guerre, c'est en fait des comportements répréhensibles, hein, des comportements interdits, mais qui arrivent pendant un conflit armé. Je vous ai dit tout à l'heure que la guerre, certes, elle est sauvage, mais elle est limitée. Cette sauvagerie est limitée. Vous comprenez? Je vous donne l'exemple de viol utilisé comme arme de guerre. N'est-ce pas? Ouais. C'est bizarre, Vous êtes dans une guerre et vous ne visez que les femmes. Ça, c'est quel soldat, ça? Un immoral. Mais oui. Mais nous avons connu ça à l'Est. Le rapport des Nations Unies en font état. Tous les rapports des Nations Unies en font état. Le viol utilisé comme arme de guerre. Est-ce que, quand vous allez violer une femme, est-ce que ça entre dans l'objectif de la guerre? Si vous faites la guerre pour les minéraux, violer une femme va vous donner les minéraux. Qu'est-ce que vous allez chercher dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les églises? Ce sont des terroristes alors. C'est qu'ils font ça. La population civile est protégée même pendant la guerre. Ah bon? Vous dirigez votre char dans un quartier civil. C'est votre cible à ce moment-là. C'est grave. C'est un crime de guerre. Ce sont des comportements extravagants, extrêmement graves,
que l'on commet pendant la guerre, mais qui en principe ne devrait rien avoir avec la guerre. Il y a même des armées qui bombardent des hôpitaux. Mais c'est un crime de guerre. Et ces crimes de guerre-là ont une particularité. Vous savez laquelle? Elles peuvent être jugées partout au monde et n'importe quand. Ah bon? Même après 20 ans. J'ai dit, c'est des crimes éternels. Vous voyez quand quelqu'un vous vole. Je veux dire perpétuel, hein? Éternel, ça relève de Dieu, maître. Oui, perpétuel. Passez-moi le terme. Vous avez volé un véhicule, n'est-ce pas? La victime du vol vous a laissé partir avec le véhicule. Dit, ah, mais c'est Clément, il a volé, mais je l'aurai. Je n'irai pas devant les cours et tribunaux parce que la justice est corrompue. Nautine de l'Embassou. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça, n'est-ce pas? Ouais, les Quinois surtout. Nautine de l'Embassou. Après une année, après 2 ans, après 3 ans, on voit Clément réapparaître sans Mbassou. Vous vous dites, ah, cette fois-ci, je vais devant le tribunal, je dois le faire condamner. Quand vous arrivez au tribunal, on vous dit non. 3 ans, il y a prescription. On ne peut plus le poursuivre. N'est-ce pas? Donc, les infractions sont prescrites, les infractions ordinaires, sont prescrites après un temps donné. Une durée, hein? Il y a une durée pour poursuivre. Mais pour les crimes de guerre, il n'y a pas de durée. Tant que vous êtes vivant. C'est ouvert, les dossiers peuvent être ouverts. Tant que vous êtes être ouverts. Et le principe de territorialité n'agit pas. Quand vous avez volé ici, c'est le Congo qui est compétent pour vous juger parce que c'est une infraction qui a été commise ici chez nous. N'est-ce pas? La territorialité ne joue pas pour les crimes de guerre. Vous pouvez vous retrouver en France. Dès qu'on dit non, ce monsieur-là, pendant la guerre, a torturé des innocents. Est-ce que l'Interpol intervient à ce moment-là? L'Interpol? Oui, l'Interpol, c'est une police internationale qui en fait le travail d'une police interne à l'extérieur. N'est-ce pas? Elle peut rechercher les crimes, les auteurs de crimes qui ont fui par exemple leur pays et qui se sont exilés ailleurs. L'Interpol peut rechercher, donner des informations, les faire arrêter et les faire extrader, par exemple. Vous voyez? Pendant la guerre, je vous disais tout à l'heure que la guerre est réglementée. Est-il interdit de tuer pendant la guerre? Bien sûr. Oh. Mais comment, quand on s'est fait la guerre, n'est-ce pas? Quand des ennemis sont poursuivis, c'est un exemple, et qui est résistant, on tue, c'est pas ça? On tue qui? Les ennemis. Qui? On doit tuer qui pendant la guerre? Par exemple, les soldats qui font du mal à un pays. Vous comprenez? Donc, il y a des catégories de gens qui doivent être visés quand vous tirez. N'est-ce pas? Sinon, vous commettez un crime de guerre. Il n'est pas autorisé de tuer sauvagement pendant la guerre. Je vous donne un autre exemple. Allez-y. Vous attrapez les militaires du camp ennemi. Vous les désarmez. N'est-ce pas? Ils deviennent inoffensifs. Il vous est interdit de les tuer? Il est interdit. Il est interdit de les tuer. Quand vous avez fait des prisonniers de guerre, vous ne devez pas les zigouiller. Les termes existent, prisonniers de guerre. Mais oui. Sauf qu'il y a des armées qui tuent ces prisonniers-là. C'est un crime de guerre. Parce que lorsque une personne, les militaires soit-il, Et maîtrisé. devenu inoffensif, vous les arrêtez. Vous les guidez en prison pour être jugés et condamnés régulièrement. Vous n'avez pas le droit de les tuer. Donc, pour répondre à votre question, il n'est pas autorisé de tuer tout le monde pendant la guerre. Il y a des gens que vous pouvez viser. Avec qui ou contre qui vous êtes en guerre.
Vous savez, à l'époque, le droit humanitaire, ce que nous disons là fait partie du droit humanitaire. Ouais. Vous savez que la Croix-Rouge a joué un jeu quelconque, je dirais Henri Dunant, pas la Croix-Rouge, parce qu'Henri Dunant, c'est le créateur ou l'initiateur de la Croix-Rouge. Ça, vous le savez. Allez-y, maître. Henri Dunant, c'était un homme riche. Il s'est retrouvé dans une situation où il a observé les cruautés des guerres. Des militaires qui attrapaient des balles et personne ne pouvait s'occuper d'eux. Il a été tellement marqué qu'il s'est dit non, 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 non. Il faut créer un corps qui, lorsque les êtres humains déchaînent leur sauvagerie, ce corps-là fait de l'humanisme, c'est-à-dire ramasse les blessés de guerre, n'est-ce pas? Les soigne, les protège et les amène là où ils peuvent être à l'abri de tout danger. Tu vois? C'est un corps qui a été créé pour humaniser la guerre. Lorsque vous attaquez à ce corps-là, vous commettez un crime de guerre. Pourtant, il y a des pays, il y a des armées, il y a des rebelles dans le monde qui tuent même qu'est-ce que vous appelez ces activistes-là humanitaires, je peux appeler ça comme ça. C'est très grave. Je vous dis, c'est très grave. Et s'il y avait un autre mot à utiliser que sauvagerie, ça devrait être ce mot-là. Les humanitaires prennent le risque sur eux d'aider la population civile et d'aider même les militaires qui sont en situation de détresse. Ouais, ouais. Comment pouvez-vous vous permettre d'aller les viser pour les tuer? Il en est de même des casques bleus. Lorsque vous attaquez les casques bleus, comme nous en avons vécu à l'est du pays, vous commettez un crime de guerre imprescriptible. Et vous pouvez être jugé partout. N'est-ce pas? Puis avant de poursuivre avec les humanitaires, il y a quand même des principes dans la guerre qui demandent à ce qu'on fragilise l'ennemi ou les ennemis. Alors pourquoi condamner ceux qui recourent, par exemple, à un degré de violence pour avoir la victoire? Oui, mais c'est justement, il y a une convention internationale. Au niveau international. Qui réglemente la guerre. Voilà pourquoi je vous disais que même la sauvagerie devrait avoir des limites. Pour le commun des mortels, on s'est dit on est en guerre, tous les moyens sont bons. Il faut créer la psychose, tuer les enfants, couper les têtes, mutiler les femmes. Donc, toutes ces pratiques sauvages-là sont interdites. Elles sont interdites. Pendant la guerre, vous ne pouvez pas vous permettre de poser n'importe quel acte, tout simplement parce que vous êtes en guerre. C'est pas possible. Ça, c'est vrai, parce que ce qu'on a observé, il y a certains pays où on ne reconnaît plus les droits humains, ou encore, si je peux utiliser les pluriels, les droits humains. Et ce qui est grave, il y a même des puissances occidentales qui ferment les yeux quand ils sont en train de protéger un pays. Donc, c'est quand même dangereux. C'est pays-là qui violent des droits humains. Et espérons que nous allons nous réveiller au niveau des Nations Unies, au niveau international. Et dans l'entretemps, Maître José, qu'entend-on alors par contre l'humanité? Oui, dans leurs apparences, le crime de guerre qui sont commis en période de paix sont des crimes contre l'humanité. Comment expliquer? Soyez plus clair que ça. Oui, oui. Nous sommes pendant la paix.
Vous êtes au pouvoir. Mais il y a une tribu qui te dérange beaucoup. Vous vous dites non, non, non. Pour diminuer la pression, afin que je règne comme il faut, je vais exterminer une partie de cette population. Vous n'êtes pas en guerre. Mais vous décidez quand même de commettre un génocide. On en a connu dans ce pays. Hein. Dans le Katanga, si vous vous souvenez bien, à l'époque du maréchal, les Kassaïens ont été sauvagement tués par des personnes connues et qui circulent jusqu'à ce jour. Et il doit faire quoi pour les arrêter? Oui, mais il faut des mécanismes qu'il faut mettre en marche. À l'époque, je me souviens très bien, j'étais dans les organisations des droits de l'homme, il y avait des lobbies, il y avait des groupes de pression qui en fait citaient nommément certaines personnes. Je me réserve de les citer aujourd'hui, qu'ils sont auteurs de ce massacre collectif qui a été commis sur les Kassaïens. Quel était l'objectif d'abord de ces massacres-là? Mais bien sûr, ce massacre-là a été commis par des gens qui soutenaient le pouvoir du maréchal à l'époque. Donc c'est comme je vous ai dit... Qui voulaient faire quoi? Exterminer les Kassaïens ou bien il y avait d'autres soucis sociaux? Non, mais le souci, quel est le souci qui peut justifier la mort collective des compatriotes? Quel est ce souci qui peut justifier ça? Parce que si je demande ça, il y a des Katangais qui ont nié qu'il n'y a pas eu ce qu'on dit là. Il y a eu quelques, on peut dire, quelques situations isolées, tout ça. Non, c'est faux et archi faux. Donc il y a eu vraiment un massacre. Mais il y a même des rapports des Nations Unies. Il y a des rapports des Nations Unies. Comparativement avec ce qui s'est passé au Rwanda, on peut appeler ça aussi génocide. Parce que génocide, on parle plus par rapport au Rwanda. Mais oui, mais le Rwanda, il y a eu le génocide réciproque des Tutsis et des Hutus. Attention. Mais il y a eu plus le développement d'un génocide qui a été plus mis en évidence que l'autre. C'est lesquels alors? On a plus mis les génocides des Tutsis en évidence, alors qu'il y avait... Les Tutsis ont aussi sévèrement tué les Hutus. N'est-ce pas? Ils ont sévèrement tué les Hutus. Il y a eu génocide chez eux. Il y a eu génocide dans l'Est là-bas. Mais bien sûr. Quand on est en train d'attaquer des mamans qui sont grosses, qui sont enceintes, quand on est en train de faire vider des contrées là-bas, on est en train de tuer des paysans pour occuper les terrains, on tue des familles, etc. Vous avez vu, hein, on est en train de décapiter des têtes et tout ça. Mais oui. Quand le Rwanda s'est dit, je dois tuer les Congolais qui habitent cette contrée pour que nous prenions ces terres, c'est un génocide des Congolais. Il faut comprendre ça. C'est un génocide qu'on pratique contre les Congolais depuis plus de 30 ans. Et la fameuse communauté internationale regarde. Ferme les yeux. Mais c'est une interpellation pour nos autorités. Nous devons comprendre que la dimension de ce pays a besoin d'une grande armée. Grande armée en termes d'effectifs et en termes de moyens. Regarde. On nous raconte que sur Goma, on a déversé plus de 10 000 hommes. N'est-ce pas? Plus de 10 000 hommes. Je ne suis pas un expert. Nous avons un pays tellement grand que nous devrions même être à mesure d'avoir 10 000 hommes dans chaque province. Vous parlez de 10 000 hommes congolais, c'est ça? Mais oui! Qui ont excusez-moi, pris la poudre d'escampette? Non! Quand on dit que l'armée rwandaise, entre guillemets, parce que les Rwandais ne sont pas seuls hein, à l'Est, hein, les Rwandais ne sont pas seuls à l'Est. C'est le Congo qui est seul à l'Est. 10 000 hommes déversés sur Goma. Le Congo avait combien d'éléments sur Goma?
Reste Ah, à vous savoir. parlez d'éléments rwandais déversés. Éléments déversés. Mais le Congo, selon ce que moi j'avais appris, avait pas moins de 20 généraux. Alors quand on a 20 généraux, ça veut dire combien de colonels, combien de majors, combien de capitaines, etc. pour que tout un commandement régional puisse se déserter et qu'il reste des éléments de troupes, donc des hommes de troupes et qui ont été déconcertés par moment. Et par après, il y a eu carnage quand les Rwandais s'avançaient en masse pour récupérer pour prendre de force l'aéroport international de Goma. Je n'aimerais pas parler avec précision dans un domaine où je ne maîtrise pas beaucoup de Bon, moi que je m'abuse, c'est ce que j'avais appris. C'est ce que on a raconté, n'est-ce pas? Nous avons entendu qu'il y a des généraux qui ont pris la poudre d'escampette. Nous avons appris qu'il y a eu les nôtres qui ont trahi. Mais tout ça, c'est les spécialistes qui peuvent donner des précisions. Nous ne sommes pas des spécialistes, n'est-ce pas? Et nous ne pouvons pas avoir de point de vue carré à cet égard. Tout ce que moi j'ai dit, c'est quoi? Nous devons avoir une grande armée en termes d'effectifs, une grande armée en termes de moyens. Alors, et nous pouvons l'avoir, mais il faut nous préparer. Mais ce qu'on ne veut pas donner au Congo, c'est quoi? C'est le temps. Le temps. On ne veut plus donner le temps au Congo de se préparer, de se réorganiser, de s'organiser. Nous sommes une grande nation. À tout point de vue, nous sommes une grande nation. Mais nous devons nous réveiller. Est-ce que regarde. Oui, allez-y. Comment pouvez-vous imaginer qu'un individu puisse prendre à lui seul 19 millions de dollars par mois? 320 millions. Vous parlez de détourneurs ou quoi? Mais c'est le détournement des deniers publics. L'IGF avait fait une inspection au sein des FARDC. Nous avons vu les scandales. Pendant qu'il y a des troupes là-bas qui ont besoin d'être financées. On nous a dit qu'il y avait 24 000 hommes au front. Et quand on a fait l'inspection, dizaines de milliers. Maintenant, les 10 000 hommes fictifs qu'on nourrissait, qu'on habillait, qu'on armait, vous pensez que c'est qui? C'est l'ennemi. Dans ce pays, des choses comme ça, nous les avons vécues. N'est-ce pas? Et un pays comme le nôtre, c'est vrai, crime de guerre, crime contre l'humanité. Et qui peut juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité? C'est là où on va clôturer avec cette émission. Les crimes de guerre, comme les crimes contre l'humanité, devraient être jugés par chaque pays qui en est victime. Mais il se fait aussi que les criminels soient les dirigeants. Vous voyez? Il se peut que les criminels soient les dirigeants. Et lesquels dirigeants ont la main mise sur l'appareil judiciaire? Vous allez les juger comment? Ça devient compliqué. Ça devient compliqué et c'est pourquoi la Cour pénale internationale a été mise en place. Parce que les cas de détournement d'argent là, qui devait être destiné aux militaires, tout ça, il y a même des rations qui sont détournées. Il y a la ration qui est détournée. Alors, tout ça, on peut appeler ça aussi crime de guerre? Non, attention. Il ne faut pas qu'il y ait des confusions. Hein? Non, pas de confusion. Parce que lorsque nos militaires détournent de l'argent, les chefs détournent de l'argent, je me demande quel est ce chef de l'État, quelle est cette justice qui peut accepter que des éléments sur lesquels l'État compte pour mettre fin à une agression, que ces éléments-là soient et demeurent impunis pour que nous perdions éternellement la guerre. Il y a là une logique où on peut se dire que les institutions nationales peuvent se prendre en charge, juger et sanctionner. N'est-ce pas? Mais dans les crimes de guerre,
et les crimes contre l'humanité, quand vous ne le faites pas sur le plan national, n'importe quel État peut s'en charger. La Cour pénale internationale peut s'en charger. Les tribunaux ad hoc peuvent s'en charger. Les Nations Unies ont le pouvoir de créer des tribunaux pour tel crime, tel autre crime commis à travers le monde. Ça sera peut-être les prochains numéros. Nous pourrions peut-être expliquer à travers votre expertise des tribunaux ad hoc, on peut parler aussi des cours pénales internationales, etc. Ça dépendra. On va voir selon les temps que vous allez disposer ou disponibiliser. Vous allez disposer, disons, à Absi Télévision. Est-ce que vous avez un mot à dire parce qu'on est à la fin de cette émission, maître? Non, le mot que nous pouvons dire à la fin de cette émission, c'est notre soutien indéfectible. Regardez cette caméra-là. Indéfectible au FARDC. Nous sommes de cœur avec eux et c'est l'occasion de mettre des intentions de prière pour qu'ils aient plus de courage et plus d'héroïsme pour protéger la population civile et les territoires. Merci, maître José Yombuti Pangila, les patrons de l'Asbel Justice et Promotion. Merci pour cette émission pathétique. Dans cette émission, vous avez compris beaucoup d'émotions. C'est normal parce qu'on parle de notre pays et ces pays qui est agressé, ces pays où il y a des choses, en tout cas, qu'on ne peut pas supporter, qui se trament parmi d'ailleurs certaines prises des autorités, que ce soit des autorités politiques, religieuses et militaires. Espérons que Dieu va nous écouter et l'État va nous écouter parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à César ce qu'il y a à César et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Espérons aussi que dans notre pays, il y aura plus des pratiques lâches et criminelles telles que celles qui s'étaient passées au Katanga contre nos frères Luba. On n'en avait plus. Espérons aussi que nous allons mettre fin au tribalisme, nous allons mettre fin aussi au génocide que nous ont imposé les Rwandais. Donc, c'est une sorte de génocide qui s'est fait contre les Congolais. À la prochaine opportunité, restez fidèles sur Absi Télévision.